Propose d'écouter un récit vécu, construit, circulaire et digressif par monsieur Bernard Reichen, qui est notre grand témoin de la journée. Et du coup, je vous invite sur scène, monsieur Reichen. On m'a donné une demi-heure pour vous parler de choses autour de cette halle. Je vais vous raconter une histoire qui a duré 20 ans. Ce projet a duré 20 ans. Et si je vous le raconte autour des thématiques circulaires et digressives, c'est que cette histoire, c'est pas une histoire linéaire. C'est une histoire qui est une histoire complexe, romanesque des fois, compliquée dans d'autres fois. Et c'est une histoire qui s'inscrit dans une autre histoire, qui est l'histoire de ces 20 ans, qui est quelque chose d'extrêmement violent et compliqué, et qui est quelque chose qui implique des mutations et des métamorphoses extrêmement complexes. Je voudrais simplement, de façon elliptique et un peu subliminale, vous raconter cette histoire. À l'origine, il y a cette image. 1973, un siècle avant, Napoléon III avait laissé un message. Il avait dit: construisez-moi des parapluies, des grands parapluies. J'ai besoin de rien de plus. À l'époque, l'impératrice était tombée amoureuse du bâtiment de Paxton, donc du Crystal Palace. Elle avait convaincu son empereur de mari, et donc il a imposé cette structure métallique extrêmement légère, et plus tard a refait plusieurs fois sa copie. C'est un architecte classique, pour fabriquer une œuvre qui était une œuvre basée sur cette idée de la légèreté et de la mobilité. Cette démolition, c'était un choc, mais 73, c'est pas le seul choc. Le choc, c'est le choc pétrolier, et celui-là, on en reparlera un peu plus tard. Il a laissé des traces beaucoup plus complexes par un mouvement que je trouve totalement inconséquent à l'époque de désindustrialisation. Le changement de l'outil industriel, évidemment, nous, on est rentré dans cette mécanique par le réemploi, donc par quelque chose qui est le sauvetage de ce patrimoine. Évidemment, le système est beaucoup plus important et complexe que ça, plus compliqué. Cette image, 10 ans après, 1982, c'est là où nous commençons la grande halle de la Villette, faite au pas de course. Et cette photo, en dehors du fait que nous étions jeunes, est une photo assez intéressante parce que je trouve assez fascinant de voir le président de la République les yeux rivés sur une maquette alors qu'il a le bâtiment réel au-dessus de lui. C'est finalement très important, c'est-à-dire que le patrimoine ou ces patrimoines, et encore plus le thème du changement d'usage et du réemploi, c'est d'abord un regard, c'est-à-dire est-ce que l'on voit le sujet ou est-ce qu'on ne le voit pas? On ne le voit pas, la démolition est la solution la plus naturelle et la plus simple. Ça s'appelle les industries. Enfin, l'industrie, le mouvement de Schumpeter sur la démolition productive, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et donc, c'est un mouvement qui dit qu'il faut démolir pour innover. Là, le réemploi, évidemment, c'était un contre-pied formidable, et on a fait découvrir ce bâtiment par sa représentation même. Alors, il y a plus que ça sur la maquette, évidemment. Mais je veux dire, c'était quand même une visite présidentielle que je considère très insolite. Premier acte de ce que je voulais vous dire, c'est l'architecture répétitive. C'est que si on admet l'idée du mouvement, si on admet l'idée du réemploi, on doit considérer l'architecture répétitive non pas comme un bâtiment ou comme un espace, mais comme une musique. Donc, ce qui veut dire que dès le départ, on a introduit l'idée que des motifs, des principes de répétition, des rythmes et des contrepoints
en constituaient les codes, que ce soit de la musique répétitive, l'architecture répétitive. La question est d'aller chercher l'infini, si je peux dire, de se mettre en mouvement et de fabriquer une architecture qui dit ça. Il veut dire que le réemploi n'est pas une hypothèse dans ces halles. Il y a deux hypothèses, la démolition ou la continuité et le changement d'emploi. C'est-à-dire que c'est des process qui changeaient à l'intérieur de ces bâtiments. Cette halle de la Villette, elle a été conçue donc dans cette forme. Il se trouve que nous l'avons réhabilitée une deuxième fois 20 ans après, parce que 20 ans après, la scénographie n'avait plus rien à voir. C'était un mouvement qui s'était passé. Et puis, je vous le montrerai à la fin. Évidemment, vous l'avez peut-être vu cet été, à l'ère numérique. Évidemment, c'est encore un autre système qui se met en place. Donc, cette époque du temps des halles, cette époque des transformations, de la halle Tony Garnier à Lyon, le pavillon de l'Arsenal, c'est une époque pour nous assez extraordinaire parce que on s'est confronté aux grands espaces, on s'est confronté aux espaces intermédiaires et on s'est confronté à toutes les logiques de l'appropriation à l'intérieur d'un grand parapluie, comme disait Napoléon III. La Cité du cinéma a été évidemment un grand moment aussi, qui est resté un grand moment puisque ça a abrité le village olympique, le cœur du village olympique pendant les derniers jours. Je reviens au thème de cette halle. 2004, vous voyez cette petite ligne rose en haut à gauche. Mais ce que vous voyez en dessous, c'est le véritable système de Thomson, d'Alstom, pardon, qui est Alstom à Belfort. Et en même temps qu'on a commencé à travailler sur cette question de Saint-Ouen, on travaillait aussi sur la question de Belfort. Et à Belfort, c'était un tapis de halle, et ça pose une question par rapport à la désindustrialisation, c'est que à Saint-Ouen, on est passé à l'urbain, c'est un process urbain, là c'est un process industriel, alors qu'à Belfort, c'est le process industriel qui s'est réintroduit dans un système existant, à l'image du plateau suisse. Quand vous regardez ce qui se passe en Suisse aujourd'hui, ils n'ont jamais démoli leur industrie. Ils l'ont fait évoluer, ils l'ont introduite dans le grand système de recherche de Lausanne et de Zurich. Et il y a maintenant un tissu très puissant qui est complètement transformé et modernisé et qui n'est jamais passé par cette folie prévisionnelle de penser qu'on allait passer de l'industrie au tertiaire comme ça et puis qu'on allait garder la valeur ajoutée et que le reste allait se passer en Chine. Donc, je reviens à ce sujet. Premier acte du projet urbain. Vous voyez la halle qui va être conservée, vous voyez les autres halles qui ont été démolies. Et puis, vous voyez un petit bâtiment à côté. Le bâtiment, vous en avez les photos en bas dans une vision d'aujourd'hui. Avant le projet urbain, il fallait qu'on étende le siège d'Alstom. On a construit ce bâtiment, mais par contre, l'image que vous avez aujourd'hui, c'est une image d'un collage qui s'est fait sur 20 ans. Vous en verrez les épisodes un peu plus loin. Si je reviens rapidement à Belfort, vous voyez qu'à Belfort, on a inventé un modèle un peu curieux qui s'appelle la halle hybride. Ça veut dire qu'on a tissu de halle qui était d'une certaine façon inadapté aux nouvelles fonctions de recherche de Thomson et de General Electric. Et donc, on a convenu avec eux de fabriquer un hybride, c'est-à-dire que on conservait des halles et on fabriquait un système de frottement pour insérer des bâtiments neufs à l'intérieur de ces halles sur une stratification qui est une stratification un peu opportuniste, si je peux dire, mais qui est un modèle pour nous qui a très très bien marché et que ça a donné ce type d'espace, c'est-à-dire les halles qui s'incluaient dans un système contemporain, à tel point que quand il a fallu faire un bâtiment entièrement neuf sur un terrain libre, on nous a demandé de reprendre la même thématique. C'est-à-dire que, en fait, les industriels s'étaient tellement habitués à cette idée de
d'un rapport de halle hybride entre la halle industrielle elle-même et puis quelque chose qui est un intermédiaire. Et en fait, on a transformé ce modèle. À Belfort, c'était un travail extraordinaire pour nous, réalisé avec Jean-Pierre Chevènement, qui avait dit il y avait 7000 emplois maximum, il y aura 7000 emplois minimum. Il y en a eu 12 000 ensuite. C'était évidemment pas les mêmes emplois. Et c'est un sujet assez intéressant dans l'évolution des industries, parce que ce que je vous raconte là, c'est l'histoire des bâtiments, c'est l'histoire du patrimoine, c'est l'histoire du réemploi, c'est pas l'histoire des transactions économiques qui ont été, si j'ai bien lu les journaux, assez catastrophiques, dans la captation des brevets par les États-Unis. Ça, c'est une histoire qui se greffe à cette histoire de désindustrialisation, une des erreurs de cette époque. Juste un petit détour par notre premier bâtiment construit à Belfort, qui était le magasin des subsistances de Vauban. Cette trame en bois absolument sublime était remplie de torchis et on faisait des trous dans ce torchis avec des poches, avec des portes, pour pouvoir charger les chariots et pouvoir alimenter les forts de l'Est. C'est un espèce d'outil incroyable qui, soit débarrassé de ces remplissages, est devenu un endroit merveilleux qui abrite aussi un centre chorégraphique national. Le troisième élément sur les docks de Saint-Ouen, sur la métamorphose, c'est le process urbain. Et ce plan, c'est le premier plan qui a été fait quand on est devenu architecte en chef, si je peux dire, avec Macan Rafadjou, après avoir travaillé au Nexity sur les terrains Alstom. Et on a choisi de donner à cette halle, qu'on avait sauvée à l'époque, dire, parce que tout le monde allait démolir, un rôle de pivot entre un côté ville et un côté fleuve. Donc, ce plan bleu, blanc, rouge indique un peu cette première intention. On va chercher la nature et l'eau d'un côté, on va chercher le boulevard Victor Hugo et la ville de l'autre côté. Ce plan, ensuite, il s'est développé sur ces parcellaires en tour de piano. Donc, je vous explique pas le plan masse à lui-même, ce qui est devenu ce quartier des docks, mais simplement le statut de cette halle, le statut qu'on lui a donné. Et ce statut commençait par un exercice de style et l'intérieur et l'extérieur. En fait, on a gardé toutes les façades, évidemment, on a gardé tous les contreforts, toute la structure principale, mais en fait, l'enveloppe, on l'a reconstruite avec, pour une première raison qui est quand même assez rédhibitoire, c'est l'amiantage de béton. C'était des bétons très légers, et avec l'agence TESS, avec Bernard Vaudeville, on a fabriqué une mécanique pour reconstruire une enveloppe intelligente. Il veut dire en clair que on a déshabillé cet espace, on a gardé ces structures, on a même, je vous dirai pourquoi après, démoli 4 travées de halle. Vous voyez cette halle ouverte avec ses coupes en filigrane. Et on a reconstruit cette enveloppe. Vous voyez en bas ce que c'est qu'une métamorphose. Vous avez les grues de la ville qui sont là, puis vous avez cette halle qui attend sa destinée, parce que sa destinée pas prévisible à ce moment-là. Donc, je ne vais pas m'appesantir sur cette question de l'enveloppe, mais cette question de l'enveloppe, il y a une question de légitimité d'intervention quand on parle de patrimoine, et sur tous ces patrimoines qui sont des patrimoines en général non inscrits et non classés, notre habitude, c'est de faire nous-mêmes nos argumentaires de protection. C'est-à-dire, on dit ce qu'on s'autorise, on dit ce qu'on s'interdit, et après, on va parler avec un ABF ou avec un DRAC pour expliquer quelle est la légitimité de ces actions. Ça m'amène à vous parler rapidement de la gare du Sud à Nice. Vous voyez en bas 1889 Expo universelle. Il y avait à l'époque la halle Tony Garnier, qu'on a reconverti aussi, qui a été déplacée à Lyon. Et puis il y avait tous ces pavillons standards
qui ont fait l'objet d'un démontage et d'un remontage. En fait, ils étaient conçus pour ça, comme le Crystal Palace. Ils étaient loués le temps de l'exposition universelle, démontés et remontés. Le pavillon, qui était le pavillon de l'Autriche-Hongrie, est devenu la gare du Sud. Vous voyez l'espace à droite. Et a été, comme on le faisait à l'époque, embelli par un fronton épais, dû à Prosper Bobin, un architecte classique de l'époque. Et c'était cette grande famille d'embellissement où la pierre donnait sa légitimité au métal. Ensuite, la gare a été arrêtée, déplacée, menacée, et en 1978, on était très jeunes à l'époque, on a présenté cette halle à l'exposition de Beaubourg, Le Temps des gares. Ça a été un peu un séisme, cette exposition. Le maire de l'époque, médecin, personnage quand même assez curieux dans décision, mais en tout cas pas un esthète, avait décidé que de toute façon, il fallait mettre tout ça par terre. Et mettre tout ça par terre, ça veut dire que plus tard, le médecin était déjà parti, mais en 2011, il a fait démonter la halle et il restait ce fronton un peu idiot, si je peux dire, qui attendait quelque chose derrière. Et avant ça, dans les années 80, faut quand même se rappeler de la brutalité de cette époque. Voilà ce qui était proposé. C'est-à-dire que c'était fait, c'était vendu, plus rien ne s'opposait, tous les recours avaient été résolus. Et donc on se disait, ben tiens, on va garder le petit fronton de Prosper Robin, même pas le fronton général. On va l'inclure proprement dans un mur en verre réfléchissant et ça va faire la farce. Ce projet, fort heureusement, a été contredit. Il y a eu une levée de bouclier. Il a été combattu et il n'a pas pu se faire. Autant vous dire que Philippe Robert et moi, nous étions interdits de séjour à Nice. Pendant 20 ans, on n'a rien fait à Nice. Bon. Et puis, un jour, il y a un concours qui a été relancé en 2015 et on a été amené à reconstruire la halle qui avait été démontée. J'avais dit à l'époque qu'elle serait remontée, elle serait après comme elle était avant. Après, quand j'ai demandé à l'État de signer une décharge pour ne pas être aux normes sismiques, ça leur a pas fait un plaisir inouï. Et donc, avec l'agence TES, toujours avec Benoît Vaudeville, on a trouvé une solution d'amortisseur et on a changé les lumières de façon à contreventer la halle. Et en fait, on a changé un certain nombre de métaux qui sont des métaux soudés et non pas des métaux rivetés. Et on a tenu un inventaire très méticuleux. On a utilisé 70% de métaux d'époque et 30% de métaux nouveaux. On a créé un précédent. C'était un bâtiment. En fait, c'était un monument historique rangé dans des caisses, quoi. C'est un cas qui n'était jamais arrivé. Donc, vous voyez là l'inauguration par Estrosi avec une foule chantant Nizza la Belle à tue-tête. C'était vraiment très, très beau. Et ensuite, cette halle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une halle gourmande. J'ai l'impression qu'on peut pas échapper aux halles gourmandes. J'y peux rien. Que ce soit ici ou en ce qu'on fait à Serein en Belgique, on est condamné à ça. On n'y mange pas très bien, je vous le dis, mais bon, enfin. Sujet suivant, le temps des prototypes. À un moment, il fallait quand même bien se mettre à travailler sur la halle elle-même. Et l'enveloppe l'enveloppe intelligente entre guillemets étant réglée, c'est la manufacture du design qui est devenu le prototype sur lequel on a testé toutes les valeurs avec un bâtiment en bois, avec une inclusion à l'intérieur de ce système. Voilà, c'est une période assez intéressante, mais le premier laboratoire, c'est l'enveloppe, le deuxième laboratoire, c'est la boîte dans la boîte, c'est les thématiques d'âge. Une fois qu'on avait ça, on était armé. Étant armé, n'était pas pour autant sauvé.
Et l'étape suivante, c'est ce que j'appelle la figure du camelback. C'est-à-dire, c'est l'idée d'introduire deux petites tours de logement de 43 mètres de hauteur, qui s'appelleraient joliment la fabrique. Et ces deux tours reviennent à mettre en volume l'extrémité de la halle et utiliser pour ça l'argumentaire de cette magnifique typologie de maisons de la Nouvelle-Orléans, qui sont des maisons très longues avec un arrière qui monte. Les gens ont retenu le camelback, ça a fait un gros effet. Et on a finalement accepté de démolir 4 travées de la halle. Pourquoi est-ce qu'on a démoli ces 4 travées de la halle? En fait, c'était pour signaler la halle dans le paysage urbain, mais c'était aussi pour sauver la halle. C'est-à-dire qu'en fait, les droits à construire de ces deux bâtiments ont permis de fabriquer la réhabilitation primaire et de porter financièrement la halle avec un concept tout à fait brillant qu'on a inventé à l'époque, qui s'appelait l'assèchement de la charge foncière. Il n'y avait plus de charge foncière appliquée à la halle, puisqu'elle avait été reportée sur les tours, donc on pouvait attendre. Ça ne veut pas dire qu'Antoine Frey n'a pas payé de charge foncière, mais ce que je veux dire, c'est qu'il l'a payé plus tard, et à un moment où la réhabilitation primaire était faite. Ce bâtiment de logement, enfin ces deux tours, qui signalent la halle en volume. Voilà. Donc ces deux bâtiments s'appellent la fabrique. En fait, quand on a été architecte en chef, on avait proposé que le bâtiment fasse 10 niveaux sur socle, sans dire la hauteur du bâtiment. Donc en fait, on a fait des séjours de 3,90 m sous plafond, on a mis 3 niveaux dans 2, et on a fabriqué cet ensemble-là, qui est en fait une réinterprétation du loft. Mais je voulais vous montrer après notre image d'origine, à nous, agence. C'est l'usine Leblanc, en 1980, avec une problématique à l'époque qui était quand l'usine devient maison. Parce que la problématique, c'était, a-t-on le droit d'habiter une usine? Et toutes les associations qui défendaient la mémoire ouvrière disaient bien sûr que non. Aux ouvriers qui ont travaillé là. Finalement, on a réalisé cette usine Leblanc, et dans cette usine Leblanc, voilà. L'image de droite, qui est une photo d'un ouvrage magnifique qui s'appelle HLM, par un photographe qui s'appelle François-Xavier Bouchard. Vous voyez la première image du loft social à l'époque, et vous voyez quelque chose qui allait avec, c'est l'intrusion d'IKEA ou du modèle IKEA. Pas si IKEA existait déjà, mais vous avez tout d'un coup un univers qui est un univers complètement différent, se situe dans le mouvement HLM. Image suivante, donc, la question de la mobilité. On a construit une contre-halle, c'est-à-dire on a démoli une contre-halle pour en construire une autre. Et cette contre-halle, c'est le parking que vous avez vu, le parking de la halle. Vous pouvez changer. Et ce parking, c'est un pôle de mobilité. Alors, il n'est pas aussi parfait qu'il pourrait être, mais par contre, on a réussi avec Nexity à l'époque à fabriquer une mutualisation totale des parkings du quartier. Donc dans les 800 places qui sont là, on a mutualisé les parkings. C'est ce que j'appelle un chiffre de minimum incompressible, si je peux dire, de parking par rapport à un projet. Et ce parking, il est dissocié des logements. C'est-à-dire que la règle aujourd'hui dans l'évolution de l'automobile, c'est que premier acte, on dissocie le stationnement de la fonction. Et deuxième acte, on dissocie le propriétaire de sa voiture. Ça veut dire que c'est le parking devient par le car sharing, par toutes ces formes de location, l'autopartage, etc., qui devient le lieu de la transformation. Ça me permet de vous montrer très rapidement en 2 images un projet qu'on réalise en ce moment au Luxembourg sur une ancienne aciérie. Donc, je vous passe la question des halles et la question du projet pour aller à l'image suivante.
La suivante. Voilà. Et dans ce projet, on a été obligé de faire des socles de parking, tout simplement parce qu'on a dû en excaver 6 mètres de sol pollué. C'est ArcelorMittal qui a fait ça. Et donc, on a fait des sortes de plateformes sur lesquelles se trouve le bâti neuf. Et par contre, à contrario, on a une nouvelle terre dépolluée, etc. Il y a tous les interstices. Et on a créé ce qu'on a appelé un couple patrimoine-nature. Mais là, ce que je vous montre, c'est l'état d'esprit de ce projet qui s'appelle l'énergie et non pas l'énergie, pour une raison simple, c'est qu'au Luxembourg, on ne produit pas d'électricité, on l'achète. Et donc, l'opérateur économique qui s'occupe de l'énergie, il a pour mission de ne pas acheter d'énergie, donc de ne pas en consommer. C'est-à-dire que tous les projets sont faits sur des analyses de sol très compliquées et les ressources du sol sont analysées par des intelligences artificielles pour arriver à mettre au point un système qui est un système de géothermie et de solaire, qui fabrique une boucle unique de chaleur. Et cette boucle, on a réussi à la faire pour des unités de 20 à 30 000 mètres carrés, alors que le total de l'opération fait 170 000 mètres carrés. Et en fait, c'est un système d'autonomie par ensemble et de redondance par une association entre les différentes copropriétés. Et je trouve que ça, par rapport à l'idée de l'inversion du regard, c'est-à-dire cette thématique qu'on avait utilisée pour le SCOT de Montpellier, c'est-à-dire de partir de l'idée qu'on ne veut pas consommer d'énergie, ça fabrique des résultats absolument incroyables. C'est-à-dire qu'on a une mécanique et c'est le parking, paradoxalement, qui devient le cœur de la plateforme habitée dans laquelle se passent toutes les transformations, toutes les pompes à chaleur, toute la récupération des eaux grises, etc. Je passe au cran suivant, parce que je sais pas combien de temps on a, mais faut que j'y aille. La communale. Bon, la communale, c'est une dynamique d'assemblage et je pense que cette communale, vous l'avez vu, c'est la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que les 7 projets qu'on a fait sur 20 ans ont abouti à la communale à la fin. Et autant la Villette, c'est le déclencheur parc de la Villette, autant la communale, c'est la cerise sur le gâteau des docks. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui arrive après et qui remplit sa fonction de place publique. Suivante. La thématique était assez curieuse, c'était pour le coup de faire une halle en bois dans une halle en fer. Et cette halle en bois, elle supporte les fonctions qu'elle a supportées, mais elle crée aussi la logique du marché, la logique de toutes les fonctions qui sont ajoutées au projet. La halle elle-même, vous la connaissez, elle a été envahie, je peux le dire, par, je sais pas comment appeler ça, du bois de caisse, quoi. C'est-à-dire que là, il y a un grand recyclage de bois qui est assez intéressant par ailleurs, hein, mais qui donne ce côté faites-le vous-même, qui est aussi assez intéressant par rapport à l'ambiance et par rapport à ce qui est recherché par la Lune Rousse dans ce bâtiment. Ça donne un espace assez brouillon, mais ça donne en même temps un espace assez drôle et assez amusant, avec l'idée que l'appropriation, c'est un acte important dans les halles. C'est ça aujourd'hui, ça peut être autre chose demain. Donc, ces thématiques aboutissent à cette forme. Allez-y, je crois qu'il y aurait. Oui, voilà. Après, ce que je voulais dire, c'est que sur 20 ans, c'est un processus de transformation d'espace. C'est une démarche aussi qu'on a mis en place, qu'on a installée. C'est une démarche totalement opportuniste qui résiste mal à la modélisation. Parce que dans un esprit de modèle, démolir 4 travées enfin, c'est un pari à chaque fois de
démolir pour protéger, etc., et de fabriquer ce continuum. Cet imaginaire universel, c'est quelque chose qui, pour moi, incarne une nouvelle époque de liberté, d'échange, célébration. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qui est en rapport avec l'ère numérique, en fait. Et le fait que le cœur du village olympique soit dans la Cité du cinéma, alors vous l'avez très peu vu à la télévision parce qu'il y avait une convention pour garantir la fois la sécurité et la confidentialité vis-à-vis des athlètes. C'était leur maison, mais c'est un lieu absolument fabuleux. Il va encore changer d'usage, en tout cas la grande nef. Ça, c'est une des autres leçons dans ce dessin de style cinéma, c'est que, ou comme dans ce qu'on a fait pour le Gilles Meunier à Noisiel, il faut savoir conserver du vide. C'est-à-dire que la tentation, c'est de remplir le vide, alors que la réalité, c'est qu'il faut le conserver, parce que c'est lui qui devient le principe actif de tous les événements et de tous les systèmes de rencontres que l'on peut créer. Je vous passe cette période incroyable des Jeux Olympiques. Je pense que réellement, là, le La Villette est devenu une star. L'image d'avant, elles sont pas dans le bon ordre, mais plus l'image d'avant. Parce que, non, ça, c'est celle d'après. Ça fait rien. Et donc, en fait, cet événement de l'été fait que cet espace va devenir maintenant et rentrer dans tous les têtes et devient le lieu de la célébration. Et c'est pas du tout anodin que Blanca Lee, la chorégraphe espagnole, soit nommée maintenant à la direction de la Villette, parce qu'elle a promis qu'il allait se passer quelque chose entre la musique et la danse dans tous les bosquets du parc. Et je pense que c'est la concrétisation de quelque chose qu'on a commencé il y a pas mal d'années, et qui aujourd'hui prend sa maturité dans une ère nouvelle avec des systèmes d'échange qui sont nouveaux. Et puis simplement pour trouver une dernière image, la suivante. Pour trouver une dernière image, un chantier que l'on commence actuellement, qui est le dock J1 à Marseille, le dock de la Joliette, ouvrir la ville sur le port, et qui va être un véritable événement populaire à Marseille, parce que c'est une attente extraordinaire, et on compte beaucoup sur ce projet pour fabriquer un lieu équivalent de la Villette à Marseille. Voilà ce que je pourrais vous dire en une demi-heure. C'est subliminal, c'est rapide, c'est évidemment ce que j'appelle digressif, c'est-à-dire ça part un peu dans tous les sens, mais c'est ça la réalité de la vie de ces 20 dernières années, c'est de travailler de façon joyeuse sur des hypothèses les plus insolites, et d'arriver à produire des lieux, à produire du changement d'usage dans une période où la sociabilité se réinvente et où la halle devient un lieu central de ce type de réinvention. Merci. Et alors, on a un invité surprise pour compléter le discours en la personne de Christophe Wayoun de chez Cause Architecture, qui a justement travaillé sur l'aménagement intérieur et tout le bois de réemploi du mobilier. Donc, Christophe, si tu veux bien nous raconter ça, du coup, rapidement. Et puis après, on passera à la conclusion. Merci. J'ai pas mal pris. Brouillon, c'est une qualité pour un architecte. Christophe Wayoun, je suis un des deux associés de l'agence Cause. Et donc on est architecte et on est aussi créateur d'une petite boîte qui s'appelle Costo. Et on a travaillé sur ce magnifique écrin que nous a laissé Bernard Reichen. Et on y a passé 3 ans. Donc notre travail ici, ça a été un travail qui s'est fait avec la Lune Rousse, puisque c'est un partenaire historique pour nous. On a essentiellement travaillé ensemble sur des opérations de réinvestissement de lieux, d'occupation temporaire et
et surtout sur de l'événementiel. Le travail qu'on a fait là, c'était dans l'histoire qui a été décrite ici, on est arrivé vraiment à la fin, au moment où la pression était le plus forte pour que cette halle soit investie, et les habitants étaient en attente énorme parce que ce programme-là, outre sa qualité, quand la halle était fermée, c'était une vraie frontière entre le côté Seine et le côté ville, et qui fait c'était une attente énorme. Voilà. Bref, on a créé ce lieu avec l'idée qu'on allait lui donner une identité très forte et surtout une intelligence avec le quartier, avec Saint-Ouen, avec son savoir-faire. Donc on a travaillé en collaboration avec la Lune, qui a plein de compétences en interne, avec Nicolas Hoffman, qui est directeur artistique, nous et un décorateur de cinéma. On a passé 2 ans ensemble en se voyant toutes les semaines pour établir un programme. Alors c'est une halle gourmande, oui. C'est aussi un lieu de programmation. Cette salle en particulier, c'est une salle dans laquelle il se passe énormément de choses. À côté, il y a un club. Là-bas, il y a une radio. Enfin bon, il y a une programmation qui est très riche et très intimement liée au quartier et à Saint-Ouen. Notre démarche ici, ça a été de travailler sur le réemploi. On a fait un partenariat avec une boîte qui fait du transport d'œuvres d'art. C'est un commerce énorme dans le monde. Il y a une déplacement des œuvres d'art dans le monde entier qui est énorme. On récupère ces caisses qui nous sont données dans une dernière vie. On dépece, passe sous une machine à commande numérique et la totalité du mobilier qui est ici, à part celui qui a été chiné, a été fabriqué sur ce modèle-là. Donc on a fait une petite société qui s'appelle Costo et on a été aidé par Frey, qui est ici le grand argentier du lieu, qui nous a hébergé pendant 2 ans ici pour créer cet atelier. Donc tout le mobilier qui est ici est une création originale, toutes les pièces sont numérotées, elles ont une histoire parce qu'elles viennent d'une caisse qui en général a déjà porté quelque chose. Et ensuite, il y a un deuxième procédé constructif qui est toute la partie qui a créé ces kiosques et certaines des grandes tablées, qui est fait avec un système d'assemblage japonais qui s'appelle Suteki, qu'on utilise nous pour construire habituellement, et qui est ici utilisé à la fois pour des mobiliers et pour des kiosques. Voilà. Je vous dis pas plus parce que le temps est très court, mais si vous voulez le visiter, je vous le commente avec grand plaisir. Voilà. Et du coup, j'appelle Madame Sophie Deschiens, puis Véronique Pape. Bonjour à toutes et à tous. Et je suis très heureuse d'être parmi vous pour clôturer cette 3e journée francilienne de l'économie circulaire dans le bâtiment et l'aménagement. Je souhaite remercier Ecopolis. Alors son président, vice-président, je ne sais pas s'ils sont encore là, Madame la directrice, et puis surtout les chargés de mission pour le travail réalisé depuis 4 ans maintenant dans le cadre du programme d'action d'économie circulaire que nous soutenons, dont vous le savez, la région est très engagée sur l'économie circulaire et nous sommes aux côtés avec la métropole du Grand Paris, l'ADEME Île-de-France bien évidemment, ainsi que la DRIEACT d'Île-de-France. Alors, toutes ces actions participent à la dynamique régionale nécessaire à la mobilisation et surtout à la montée en compétence des acteurs et de la construction et de l'aménagement sur le sujet de l'économie circulaire. Donc, je suis arrivée, vous débutiez votre présentation, cher monsieur, mais voilà, je me suis dit, mon Dieu, quel parcours quand même. Et il est vrai que dans une vie antérieure, j'ai souvenir de ces mères qui se voulaient être moi-même élu local, hein, donc je peux me permettre, qui se voulaient être des bâtisseurs et qui, sous prétexte d'être bâtisseurs, disaient on va tout démolir et puis derrière on va reconstruire. Et effectivement, le projet de Nice en soi, c'était franchement pas une bonne idée. Hein. Nous sommes d'accord. Voilà. Et bravo d'être allé au bout et d'avoir pu sauver donc cette halle qui est aujourd'hui qui est magnifique. Alors pourquoi il est nécessaire de cette montée
en compétences auprès des acteurs de la construction et de l'aménagement, c'est parce que évidemment cela contribue, alors ça égoïstement, à atteindre les objectifs que la région s'est fixés dans le cadre de son PRPGD, le plan régional prévention et de gestion des déchets, mais surtout dans le cadre de notre stratégie régionale en faveur de l'économie circulaire que nous avons, fameuse SREC, que nous avons adoptée en septembre 2020 et qui reste aujourd'hui, nous restons aujourd'hui la seule région de France à avoir adopté une SREC qui se veut extrêmement transversale et où évidemment l'aménagement et le bâtiment tiennent une place majeure. Cela contribue aussi à atteindre les objectifs qui figurent alors il y a beaucoup d'acronymes, au CRCAE, c'est-à-dire le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, pour une raison évidente, lorsque l'on sait que le secteur du bâtiment, que ce soit en termes de consommation énergétique, eh bien c'est 67%, n'est-ce pas? Et puis les émissions de gaz à effet de serre, cela représente 46%. Donc votre journée a été particulièrement riche à plusieurs titres. D'abord, elle vous a permis d'obtenir des éclairages sur les dispositifs d'accompagnement, parce que c'est pas forcément toujours aisé. Également, obtenir les informations, enfin je l'espère, les informations nécessaires de tous les outils qui sont à votre disposition pour vous aider à intégrer l'économie circulaire sur vos chantiers ou dans votre activité, étant précisé bien évidemment qu'il faut préalablement que la commande publique intègre cela. Et c'est la raison pour laquelle nous avons, dès le début, travaillé avec le GIP Maximilien pour qu'il y ait une réelle formation à ce qu'est l'économie, je vous avais pas vu, à ce qu'est l'économie circulaire. Nous étions, enfin mes prédécesseurs y étaient parvenus sur l'économie sociale et solidaire et on avait considéré à l'époque qu'il fallait en faire de même sur le volet économie circulaire, parce que si celui qui passe la commande ne sait pas de quoi il parle, il risque pas d'avoir ses préoccupations dans sa commande. Votre journée a été l'occasion également de mettre en lumière les métiers du bâtiment circulaire et les mutations qu'ils connaissent en lien avec l'évolution des pratiques. La journée vous a aussi permis d'échanger et de développer des réflexions sur l'économie circulaire, donc en tant que levier de décarbonation dans le secteur du bâtiment, comme une opportunité de créer des synergies avec le secteur, je le disais tout à l'heure, de l'économie sociale et solidaire. Alors, j'espère que vous avez appris plein de choses. J'espère que vous en ressortez avec plein de nouvelles idées et qui vous permettront donc de poursuivre vos projets en cours et surtout d'imaginer vos projets futurs sur la base donc d'un acteur, faire émerger l'économie circulaire. Alors vous dire également que notre animation régionale se poursuivra jusqu'à la prochaine journée francilienne de secteur dans le bâtiment et l'aménagement. Sur le sujet, quand même encore quelques questions sur le sujet de la responsabilité élargie du producteur pour les produits et matériaux de construction des bâtiments, la fameuse REP PMCB. Vous avez eu ce matin des éclairages sur sa mise en œuvre à l'échelle d'un chantier. La deuxième réunion semestrielle, c'est à la suite de celle que nous avions tenue en juin, se tiendra d'ici la fin de l'année pour échanger sur le déploiement du maillage, parce que c'est quand même là aussi essentiel, puisqu'il faut absolument que nous parvenions à mailler sur le territoire tous les points de reprise sans frais, bien évidemment. Voilà. Donc ça, je sais que c'est quelque chose qui
voilà. On- ben, il faut que ça se mette en route. On va dire ça comme ça. Dans les mois à venir, une action sera mise en place en partenariat avec le booster réemploi pour accompagner les entreprises franciliennes à évaluer leur niveau de maturité au réemploi en vue du déploiement d'un plan d'action économie circulaire dans le cadre de la RP. Et enfin, j'en profite pour vous convier. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu comme on dit, le save the date. Nous réunirons, enfin, je réunirai notre prochaine commission consultative de l'élaboration et de suivi de notre plan déchets. Cette réunion annuelle se tiendra le 27 novembre prochain dans l'hémicycle donc du Conseil régional. Et il vous sera évidemment présenté l'état d'avancement des différents objectifs réglementaires donc, que nous avions déclinés dans le plan, notamment ceux qui concernent, c'est-à-dire dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Voilà. Vous rappelez une dernière fois que la région est pleinement engagée à vos côtés, mais ça, vous le savez, pour vous accompagner à la fois financièrement et techniquement. Vous souhaitez une bonne fin de journée et je passe la parole à Madame la directrice. Beaucoup, Madame Deschamps. Je voulais juste partager avec vous cette bouffée d'air frais que je ressens en tout cas moi à la fin de cette journée. Donc j'espère que vous avez fait le plein de bonnes idées, de contacts, d'inspirations diverses et variées pour mettre beaucoup plus d'économie circulaire et de réemploi dans vos projets. En tout cas, moi, je voulais juste d'abord féliciter l'équipe pour avoir organisé demain de maître cette 3e journée francilienne de l'économie circulaire dans le bâtiment et l'aménagement. Je crois qu'on peut effectivement les applaudir. Donc, Élise et Anna, mais aussi Camille et Nicolas à la com, mais aussi David à l'animation. Et puis, je ne vais pas citer tous les autres, mais ils étaient tous là aujourd'hui. Donc, vous aviez à peu près toute l'équipe Ecopolis devant, derrière, à l'émargement qui s'est mobilisée à fond pour le succès de cette journée. Je voulais aussi remercier le site magnifique qui nous a accueillis. C'était une découverte pour moi et je trouve que c'était vraiment un endroit absolument fabuleux et bien adapté à notre sujet. Je voulais aussi vous donner d'autres rendez-vous, mais je ne sais pas si tu as prévu les slides, mais je vais te laisser les dérouler. Il y a plein d'autres rendez-vous. Ecopolis organise plus d'une centaine d'événements chaque année, donc je vais pas tous les citer. Je voulais juste vous inviter à aller peut-être à une commission BDF pour bâtiments durables franciliens ou QDF pour quartier durable francilien. Vous pouvez découvrir des bâtiments, c'est des revues de projets de bâtiments réels qu'on accompagne donc en démarche BDF ou QDF, et c'est toujours extrêmement intéressant. Donc voilà, donc il y a des commissions qui arrivent bientôt en octobre, en novembre. Et puis, je voulais aussi citer la formation réemploi que nous organisons le 5 et le 7 novembre, qui se destine aussi bien aux maîtres d'œuvre qu'aux maîtres d'ouvrage. Donc, si vous souhaitez vous former ou vous avez autour de vous des gens dont vous pensez que ça serait bien qu'ils se forment, n'hésitez pas à nous les envoyer. Donc, merci encore, bravo à toute l'équipe. Merci à nos partenaires, donc la région Île-de-France, la métropole, la DRIEAT et l'ADEME Île-de-France, sans qui ce programme n'existerait pas. Et puis, je vous donne rendez-vous, je ne sais pas encore où ni exactement quand, mais enfin, en tout cas, rendez-vous l'année prochaine à la rentrée pour une 4e journée francilienne de l'économie circulaire dans le bâtiment et dans l'aménagement. Merci à tous et bonne journée.